Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier en passant par les cryptos, l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. Le but est de rendre accessible à mes auditeurs, donc à vous qui m'écoutez, le plus de valeur possible, en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement et qui est l'entrepreneuriat également. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker quand c'est possible, à commenter, à partager. C'est ce qui m'aidera à toucher le plus de monde. Et aussi, si vous avez mes comptes Instagram, donc KMR Invest, par exemple, ou Cash Cash Podcast, eh ben, vous pouvez aussi, si vous voulez me soutenir, liker mes posts et puis voilà, me suivre. Et aussi, bien sûr, échanger sur le thème du podcast ou sur d'autres thèmes. Je ferai avec plaisir. Donc, merci à tous. Et je vous retrouve juste après le jingle. L'inflation. Alors aujourd'hui, on va parler d'inflation parce que c'est le sujet du moment, on peut dire, hein. Et on va parler de son impact sur les prix, entre autres. Alors pour savoir déjà quel impact l'inflation peut avoir sur les prix, il faut savoir déjà ce qu'est l'inflation. Donc selon IMF.org, bon, ça peut apparaître un peu compliqué au départ, je préviens déjà, mais je vais essayer de vulgariser cette définition juste après. Donc, selon IMF.org, l'inflation est le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. En général, il s'agit d'une mesure assez large, telle que la hausse globale des prix ou du coût de la vie dans un pays. Mais elle peut aussi être calculée de façon plus étroite pour certains produits tels que l'alimentation ou certains services tels que les coupes de cheveux, par exemple. Quel que soit le contexte, l'inflation mesure le renchérissement, c'est-à-dire la hausse des prix, d'un groupe de biens ou de services sur une période donnée, en général une année. Alors, l'explication, en gros, tous les prix augmentent. Pas de la même façon, mais on fait une moyenne pour savoir de combien a été cette hausse. Et c'est calculé assez largement parce que dans certains secteurs, c'est compliqué de savoir si une hausse de prix est due à l'inflation ou à une hausse de la qualité du produit. Donc, petit exemple, si on prend l'exemple des voitures, on peut prendre l'exemple de la marque Renault parce que je roule en Renault. Alors, on prend la marque Renault. Par exemple, si on regarde Renault 5L fabriquée en 1981, cette voiture valait 28 300 francs à l'époque. Donc l'équivalent de 4 314 euros si on fait une conversion rapide. Donc si on regarde l'équivalent actuellement, ce serait une Renault Clio 5 essence 65 chevaux qui est affichée à 17 100 euros. Donc 4 314 euros pour la Renault 5L. La Renault Clio 5 actuellement 65 chevaux, c'est-à-dire que en fait c'est la Renault Clio la moins chère que j'ai pris, hein. Donc c'est 17 100 euros à partir de 17 100 euros, soit une hausse de 400% sur, allez, on va dire à peu près sur 40 ans, sur 40 ans. Mais quel pourcentage de cette hausse est dû à l'inflation et quel autre pourcentage est dû à l'avancée technologique? Finalement, on ne sait pas vraiment. Donc, c'est pour cette raison que dans certains secteurs, on peut chiffrer l'inflation facilement et dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on fait une moyenne pour savoir globalement de combien a été l'inflation, combien a été la hausse finalement des prix. Parce que si on prend notre exemple de Renault, de la Renault 5L et la Renault Clio, donc à 40 ans d'écart, il y a forcément une hausse technologique entre-temps. Donc, euh, en pourcentage, combien on peut attribuer de pourcentage de pourcent à la hausse technologique, à l'avancée technologique et combien à l'inflation? C'est compliqué de le chiffrer. Alors que pour la nourriture, finalement, c'est un peu plus simple. Si ton paquet de bonbons, voilà, il fait de 200 grammes, tu le payais 1,60 € il y a un an et que maintenant tu le payes 2 euros. Ben, clairement, il y a eu une hausse
directement lié à l'inflation. Parce que tes bonbons font toujours 200 grammes, le paquet fait toujours 200 grammes, sauf que tu payes 40 centimes de plus un an après. Donc, il y a une hausse liée à l'inflation, qu'on appelle oui, l'inflation, une hausse de 40 centimes. Mais c'est pas forcément lié, si ce sont les mêmes bonbons, le même emballage, c'est pas lié à une avancée technologique. C'est lié à une hausse de prix, tout simplement. C'est pour cette raison que l'inflation est calculée de façon large, mais peut-être plus précise selon les produits. Alors pourquoi l'inflation existe? Ben, finalement, c'est pour pousser à l'achat, pour faire circuler l'épargne, pour éviter les bulles, finalement. L'inflation normalement est régulée autour de 1 ou 2%, en tout cas en France, pour pouvoir faire circuler l'épargne. Parce que si une inflation est trop importante, eh ben les gens vont peut-être, ben nous allons peut-être dépenser peut-être trop d'argent, trop rapidement, ce qui va créer des problèmes. Mais au contraire, s'il n'y a pas d'inflation, s'il y a une déflation, par exemple, ça va peut-être créer aussi d'autres soucis. Donc, il faut réguler cette inflation pour qu'elle soit ni trop basse, ni trop haute. Parce que si on prend l'exemple d'une inflation, non, c'est plus une inflation, d'une déflation, par exemple, il va y avoir un effet d'épargne trop important. Parce que si tu veux acheter un appartement, par exemple, parce qu'on parle d'immobilier on parle beaucoup d'immobilier ou d'entrepreneuriat sur ce podcast. Donc là, on va prendre l'exemple d'un appartement. Tu vas acheter un appartement pour ta résidence principale et cet appartement vaut 100 000 euros. Sauf que tu sais que là, en ce moment, les prix sont en train de baisser et que si tu reviens dans 6 mois, l'appartement, il sera plus à 100 000 euros, il sera allé à 95 000 euros. Et qui te pousserait à acheter un bien qui est en train de baisser, dont le prix est en train de baisser? Mais rien finalement. Parce que tu vas te dire peut-être que dans 6 mois, ce bien ne sera plus à 95 000 euros, mais à 90 000 euros. Donc ça va t'entraîner finalement, te pousser à garder ton épargne pour pouvoir acheter un bien un peu plus cher un peu plus tard. Alors que quand l'inflation est trop importante, ça peut avoir un effet inverse et donc créer des problèmes de pénurie, par exemple. On peut prendre l'exemple de salariés d'une entreprise, par exemple. Alors, une entreprise paye ses salariés. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Normalement, si tout se passe bien, voilà, une entreprise qui a des salariés doit les payer. Et ces mêmes salariés achètent des produits à une autre entreprise ou à plusieurs autres entreprises. Et ces entreprises, ben, finalement, payent des impôts à l'État. Donc, la boucle, après, est bouclée. Donc, un salarié qui est payé par une entreprise va dépenser son argent dans une autre entreprise, par exemple, pour acheter à manger, pour acheter un téléphone, pour acheter une voiture. Et cette même entreprise dans laquelle il va acheter ce bien ou ce produit, elle-même a des employés qu'elle va payer et qui vont acheter des biens ou des produits dans d'autres entreprises. Et après, les entreprises payent des impôts, les contribuables, les salariés également, ou les entrepreneurs, ou peu importe, les gens qui dépensent. Donc voilà, ça fait une réaction finalement en chaîne, donc qui est créée par cette inflation qui sera modérée à 1 ou 2%, notamment en France. Donc, trop d'inflation crée des problèmes, notamment des pénuries, donc un souci d'offre plus faible que la demande, donc les prix continuent d'augmenter. Donc on sait que plus un produit est rare, plus il est cher. Alors, mais pourquoi il y a une inflation actuellement? Donc je pense que ça a échappé à personne. En ce moment, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie produisaient des produits qui sont difficilement exportables actuellement. Ça fait un effet boule de neige
mécaniquement, ça crée une hausse globale. Par exemple, je suis agriculteur. J'ai du mal à produire du blé pour X raisons. Je vends ma production plus chère à un agriculteur aussi, ou à quelqu'un d'autre, qui en a besoin pour nourrir ses bêtes. Pour pallier à cette hausse, lui-même va augmenter un peu ou beaucoup ses prix de vente au boucher qui lui-même va répercuter une hausse plus ou moins importante sur qui? Sur l'acheteur. Donc voilà, l'effet boule de neige. C'est pour cette raison que les prix augmentent. Parce qu'en Ukraine, du blé était produit, est produit, sauf qu'il y a une difficulté à exporter ce blé. Donc, le blé devient un produit qui se raréfie. Donc, qui dit produit rare ou produit difficile à exporter, bah, dit produit qui va prendre de la valeur. Donc, il y aura une hausse sur le prix de vente de ce produit. Donc, il y aura une hausse à toutes les étapes de vente finalement de ce produit transformé ou pas. Donc, ce produit qui arrive plus cher chez un agriculteur qui a besoin de blé pour nourrir ses vaches, eh ben, finalement, ça va lui coûter plus cher de nourrir ses vaches. Donc, ça va lui coûter plus cher de produire, par exemple, du lait. Donc, le lait qu'il va produire, qui lui aura coûté plus cher, finalement, il va le vendre plus cher également, ou en tout cas, il va tenter de le vendre plus cher. Et s'il y arrive, il arrive à vendre plus cher son blé, ce que je lui souhaite, parce que finalement, il faut bien que cet agriculteur vive. Et la personne qui va lui acheter, peut-être une grande surface, va mécaniquement, normalement, l'acheter plus cher. Donc, s'il achète plus cher, il va aussi le vendre plus cher. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, quel impact, on en a déjà parlé quand même un petit peu, et quel est l'impact de l'inflation? Donc, selon un article de BFM Business datant du 23 septembre, l'inflation grignote de plus en plus le pouvoir d'achat des salariés. Bon, ça, on l'a remarqué. Au deuxième trimestre, selon les données publiées euh, ce vendredi par la DARES. Donc moi, je dis ce vendredi, mais c'était la semaine dernière, parce que j'ai pris un peu de retard dans l'enregistrement de cet épisode. Donc la DARES, qu'est-ce que c'est? C'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. C'est la direction du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion qui produit des analyses, des études, des statistiques sur les thèmes du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. En gros, c'est un organisme d'État qui, entre autres, produit des statistiques. Donc, les missions de la DARES, créée par le décret du 15 janvier 1993, la DARES poursuit deux missions principales. Éclairer le débat économique et social et participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu, je décris un peu ce qui était la DARES. Donc, revenons à nos moutons. Au deuxième trimestre, selon les données publiées ce vendredi, donc voilà, par la DARES, le salaire de base, donc donné qui ne prend en compte ni les primes ni les heures supplémentaires, donc vraiment salaire de base. Voilà. Le salaire de base, c'est le salaire, euh, par exemple, si tu travailles 152 heures et que tu n'as ni prime, ni heures supplémentaires, voilà le salaire vraiment de base, sans week-end, etc., travailler sans dimanche, travailler, ça s'appelle le salaire de base. Il a augmenté, en moyenne bien sûr, de 3,1%. C'est une moyenne qui convient de détailler. Pourquoi il faut détailler? Parce que voilà, c'est une moyenne, il faut toujours la détailler parce que finalement, une moyenne en elle-même ne veut rien dire. Donc, sur un an, les employés et les ouvriers ont vu leur salaire progresser de respectivement donc 3,8% pour les employés et 3,3% pour les ouvriers. Alors que les cadres et les professions intermédiaires, donc commerciaux, comptables, contremaîtres, infirmiers, etc., ont dû se contenter d'une augmentation moyenne de 2,4%. Donc, les employés ont une hausse de 3,8%, les ouvriers 3,3%, et les cadres plus profession libérale. Donc voilà, on fait une globalité
entre ces deux catégories-là ont une moyenne augmentation en moyenne pardon, de 2,4%. La revalorisation par contre du SMIC a protégé une partie des employés et des ouvriers. Parce qu'une partie des employés et des ouvriers sont payés au SMIC. Mais dans tous les cas, ces progressions sont loin de compenser la hausse des prix. La DARES, dont on a parlé tout à l'heure, souligne ainsi que le salaire mensuel de base a baissé de 2,9% sur un an en euros constants. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. Alors, je dis que voilà, il y a une hausse de 3,8% sur les employés, 3,3% sur les ouvriers, 2,4% sur les professions intermédiaires et les cadres. Et après, la DARES nous dit que le salaire mensuel de base, donc sans les primes, etc., comme j'avais expliqué tout à l'heure, a baissé de 2,9%. Et pourquoi? C'est pas parce que l'inflation est telle que les hausses de salaire ne la compensent pas. Donc finalement, notre salaire actuel, même en ayant été augmenté, ne compense pas l'augmentation, donc l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation est de 10%, pour que le salaire suive l'inflation, il aurait fallu que notre salaire ou notre revenu, augmente également de 10%. Là, on aurait été à égalité. Et si on fait un petit aparté dans tout ce qui est finances personnelles, épargne, etc., il y a le livret A, il y a le livret d'épargne populaire qui a 4%, un peu plus de 4%, je n'ai pas le chiffre exact en tête, de rendement. Et le livret A qui est, je crois, aux alentours de 2%. Ces deux rendements ne compensent pas l'inflation. C'est-à-dire que une somme qui a été mise sur ces livrets, ou peu importe, même sur une assurance vie à 4%, peu importe, mais si le rendement est inférieur à l'inflation, mécaniquement, l'argent qui est mis sur ces comptes se dévalue avec le temps. Petite précision, par exemple, euh, euh, tu veux, euh, tu veux acheter une voiture. Voilà, on va rester sur l'exemple d'une voiture. Voilà, on va acheter une voiture. Cette voiture coûte 15 000 euros. Voilà, bon, après, il y a eu l'inflation, donc 15 000 euros plus, allez, on va dire 10%. Donc là, on est à 16 500 euros un an plus tard. Sauf que tu t'es dit, moi, je vais placer mon argent sur le livret A. J'ai 15 000 euros. Voilà, j'ai sur mon livret A. Les 15 000 euros sur le livret A sont à 2%. Donc 2% de 15 000 euros, c'est 300 euros. Donc là, tu as placé ton argent sur le livret A à 2%. Donc tu as placé 15 000 euros qui se sont transformés un an plus tard en 15 300 euros. Sauf que l'inflation, dans mon exemple, est de 10%. Donc 10% de 15 000 euros, si je calcule bien, c'est 1 500 euros. Donc, plus 1 500 euros sur un an, 16 500. Donc 16 500 moins les 15 300 finalement que tu as eu en le plaçant, plus le rendement du livret A, tu es à moins 1 200 euros. C'est-à-dire que tu vas devoir rajouter de ta poche 1 200 euros. C'est-à-dire que les 15 000 euros qui te permettaient d'acheter la voiture que tu voulais il y a un an à 15 000 euros, un an plus tard, ne te permettent plus d'acheter cette même voiture qui a pris 10% en un an, alors que ton épargne à toi a pris que 2%. Voilà à peu près à quoi ça ressemble l'épargne et pourquoi, l'inflation, pardon, et pour quelles raisons l'argent finalement, s'il n'est pas placé ou investi à un rendement supérieur à l'inflation, c'est pour cette raison finalement que cet argent perd de la valeur avec le temps. C'est-à-dire qu'on a moins de pouvoir d'achat si
notre revenu ou notre épargne ou nos investissements ont un rendement supérieur ou inférieur, pardon, à l'inflation. Alors, on va revenir au niveau des revenus qui ont baissé parce que là, j'ai fait une petite aparté. Alors, quand on regarde dans le détail, la baisse des 2,9% sur un an, c'est à peu près la même chose parce que c'est toujours une moyenne. Et en fait, les moyennes, comme je disais tout à l'heure, il faut les détailler parce qu'une moyenne en elle-même ne veut rien dire. Donc, la perte de pouvoir d'achat est un peu moins importante pour les employés. Parce que tout à l'heure, on a vu que la moyenne était de 2,9%. Donc, les employés ont perdu en moyenne en pouvoir d'achat 2,2%. Les ouvriers, en moyenne, 2,7% de pertes. Alors que les cadres et les professions intermédiaires ont perdu, eux, 3,6% de pouvoir d'achat. Finalement, quelle explication on peut donner à ça? Une bonne partie d'entre eux, c'est-à-dire les employés, les ouvriers, touchent le SMIC, qui, étant indexé sur l'inflation, a augmenté de 2,2% en octobre 2021, puis de 0,9% en janvier 2022 et de 2,65% en mai dernier. L'augmentation de 2,01% du 1er août donc, aura un effet sur le salaire moyen au troisième trimestre. Là, on est au troisième trimestre. Donc, les personnes qui sont payées au SMIC ont eu des augmentations constantes, alors que les cadres et les professions intermédiaires n'ont pas eu d'ailleurs, pas forcément en tout cas, cette hausse de salaire ou de revenus. À noter qu'il manque dans tous ces chiffres les éventuelles primes accordées par les employeurs qui, dans certains cas, ont pu compenser les pertes de pouvoir d'achat. Voilà. Donc après, c'est vraiment en salaire de base qu'on parle là. On ne parle pas de salaire avec prime, avec prime de jour férié, dimanche, prime exceptionnelle, etc., etc. Alors si on prend l'exemple de notre voisin direct, ouais, on a plusieurs voisins directs en France, mais là on parle de l'Allemagne. Alors, en Allemagne, si on prend en compte l'inflation, les salaires ont baissé de 4,4%, donc plus qu'en France. Mais on peut se poser une question. Est-ce que les salariés pâtissent plus de l'inflation que leurs voisins? Ben, en Allemagne, le pays avec lequel la France a le plus d'échanges commerciaux, les données publiées par l'Office fédéral des statistiques, des Statis, montrent qu'au deuxième trimestre, les rémunérations, primes comprises, hein, cette fois-ci, n'avaient augmenté que de 2,9% sur un an. Donc, si on prend en compte l'inflation, les salaires allemands ont baissé de 4,4%, donc plus qu'en France. Ça peut surprendre finalement un tel écart. Sauf que l'Allemagne connaît le plein emploi. L'inflation en Allemagne est plus forte que chez nous et les syndicats ils sont particulièrement puissants. Mais l'explication tient au calendrier prévu pour l'augmentation des salaires, du salaire minimum, une augmentation spectaculaire. Et en fait, cette augmentation, elle a été promise lors des dernières élections générales gagnées par la SPD. Donc, écoutez-moi bien, en Allemagne, le salaire minimum, il est de 9,82 euros en fin juin. Il était de 9,82 euros. Et au 1er octobre, donc il y a quelques jours, il y a 2 jours, il est passé à 12 euros, soit une hausse de 22,2%. Et cette force hausse va avoir un impact très important sur les bas salaires, de sorte que d'ici la fin de l'année, de très nombreux salariés allemands vont bénéficier d'un important rattrapage de l'inflation. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais cette hausse sera énorme. Si on rapporte aux 35 heures françaises, c'est comme si quelqu'un qui gagnait 1 482 euros, bah, finalement fin juin de 2022, passait à 1 812 euros, comme ça, au mois d'octobre. C'est une hausse énorme. En France, on a quand même eu des coups de pouce, notamment via l'allocation de rentrée scolaire. Après, on en a d'autres, hein. Moi, je vais pas faire.
l'inventaire de tous les coups de pouce qu'on a eu financièrement en France. Mais notamment, il y a l'allocation de rentrée scolaire qui est entre 378,98 euros et 411,56 euros par enfant selon l'âge de l'enfant et les revenus du ménage. On a eu la prime inflation pour toute personne ayant une rémunération de moins de 26 000 euros brut. Cette prime a été de 100 euros par foyer et de 50 euros par enfant. Pour ne citer que ça, bien sûr, hein. Donc l'inflation a un impact certain sur les prix et on le constate sur le prix du carburant, sur les fruits et légumes, sur l'huile, sur les voitures, sur l'immobilier, sur les crédits immobiliers, etc., etc. Donc faisons un petit point sur la hausse du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, de l'électricité, pardon, eh ben, voilà, il y a une addition transparente qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, une facture électrique se décompose en deux parties. D'un côté, l'abonnement qui est fixe, mais dont le tarif varie selon la puissance souscrite. Et de l'autre côté, le prix du kilowattheure pour calculer le tarif de la consommation réelle d'électricité dans un foyer. Donc, chaque année, la Commission de régulation de l'énergie, dans la CRE, donne son avis sur le prix de l'électricité. Mais c'est l'État qui fixe ce montant. En France, le prix de l'électricité est le résultat d'une addition assez simple et transparente finalement. Donc, premièrement, le coût de fourniture de l'énergie, donc l'approvisionnement, la production et la gestion commerciale. Deuxièmement, le coût d'acheminement de l'énergie via les réseaux de transport et de distribution. Et troisièmement, il y a les taxes, donc diverses taxes. Donc, quand le kilowattheure augmente fortement, on ne peut pas reporter telle quelle cette hausse sur notre facture, puisque cette hausse est diluée parmi les différents coûts qui permettent de déterminer le prix que le client final, donc toi et moi, va payer. Donc, petit exemple, tu veux faire des gaufres. Donc, il y a plusieurs ingrédients à incorporer, voilà, pour faire la pâte à gaufres et faire des gaufres. On va dire qu'il y a 3 œufs, 25 centilitres de lait, 200 grammes de farine, 20 grammes de beurre, 30 grammes de sucre, une pincée de sel. Donc, si tu multiplies un ingrédient par deux, bah, tu n'auras pas deux fois plus de pâtes, n'est-ce pas? Parce que, attends, regarde, par exemple, on a dit qu'on a 3 œufs, 25 centilitres de lait. Et si je me dis, tiens, je vais pas mettre 25 centilitres de lait, je vais mettre 50 centilitres de lait, bah, tu auras un peu plus de pâtes, mais tu n'auras pas deux fois plus de pâtes ou trois fois plus de pâtes parce que tu as rajouté plus de lait. D'accord? Parce que tu as plusieurs ingrédients. Et comme tu n'as pas doublé ben, tous les ingrédients, donc tu n'as pas mis 6 œufs, 50 centilitres de lait, 400 grammes de farine, 40 grammes de beurre, 60 grammes de sucre et deux pincées de sel. Donc mécaniquement, tu ne peux pas avoir doublé ben, le volume de la pâte à gaufre. Donc c'est pareil pour la hausse du prix du kilowattheure. Il ne se multipliera pas, il ne multipliera pas le prix de l'électricité d'autant. Donc si le kilowattheure est multiplié par 5, c'est pas pour ça que le prix final payé par les contribuables, donc toi et moi, va être multiplié aussi par 4 ou 5. D'autant plus que il y a une annonce qui a été faite pour 2023. Donc, il va y avoir un bouclier, voilà, pour l'énergie. Et donc, la hausse de l'énergie va être limitée à 15%, voilà, pour les Français en tout cas. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'inflation, pour l'impact de l'inflation sur les prix. Bien sûr, on pourrait parler un peu plus longtemps, mais voilà moi, ce que j'ai à peu près trouvé pour essayer d'expliquer ce qu'était l'inflation. J'espère que j'ai été relativement clair pour expliquer ce qu'était l'inflation, parce que c'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas toujours facile à comprendre. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, comme toujours, hein. Merci aux courageux qui écoutent jusqu'au bout. Là, je sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais voilà, en tout cas, j'ai pris, comme toujours aussi, beaucoup de plaisir à préparer cet épisode, même si j'ai eu un peu de retard
pour plein de raisons. Là, je ne sais pas si vous m'entendez très très bien parce que j'ai eu un problème avec mon micro qui n'a plus de fil pour que je le branche à l'ordinateur. Donc là, j'utilise le micro de l'ordinateur, donc il n'y a pas autant de filtres et de réglages que le micro que j'utilise actuellement. Enfin, normalement, pour la petite anecdote, le micro que j'utilise normalement, c'est un micro. Alors, je me souviens même plus du nom. Voilà, c'est Yeti, voilà, Yeti Blue. Donc, très très bon micro. Voilà, si ceux qui veulent se lancer dans un podcast ou autre, c'est un très bon micro, mais qui ne fonctionne plus parce que j'ai pas de câble d'alimentation. Donc, j'utilise le téléphone, téléphone. J'utilise le micro de l'ordinateur pour cet épisode et j'espère que pour le prochain épisode, j'aurai retrouvé le câble ou j'aurai acheté un autre câble. Voilà. En tout cas, si vous voulez me retrouver sur Instagram, donc comme pour les 5 premiers épisodes, donc vous pouvez me retrouver sur KMR Invest. Et entre-temps, j'ai créé un compte uniquement pour le podcast. Donc c'est Cash Cash Podcast. Donc voilà, c'est le même nom que le podcast. Je me suis dit que c'était un peu plus simple peut-être pour me retrouver sur Instagram qu'avoir deux noms différents. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur KMR Invest si vous tapez ça sur Instagram ou sur Cash Cash Podcast directement. Donc uniquement dédié au podcast. Voilà. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit like, je sais pas, ou un petit commentaire, voilà, où vous pouvez, mais en tout cas, je sais que c'est pas possible sur toutes les plateformes parce que j'utilise moi personnellement Deezer. Sur Deezer, c'est pas possible de le faire. Sur Spotify peut-être, mais je n'utilise pas Spotify. Après sur Apple Podcast, que je n'utilise pas non plus, que non, non, je mets pas du tout le podcast sur Apple Podcast parce que j'ai pas encore compris comment on pouvait faire quand on n'avait pas d'iPhone. Sinon, il y a aussi Google Podcast, vous pouvez me retrouver aussi dessus. Donc, je crois que c'est tout. Non, il y a d'autres plateformes, mais je les ai pas en tête. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui m'encouragent aussi. Euh, et voilà. Ben, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ole, vive la pensa Oye, vos tan casa Ay, we, ay, we, ay, we 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 DJ Gaël Dama